maintenant à Monsieur Joël Giraud pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame et messieurs les présidents de différentes commissions saisies sur ce projet de loi, messieurs les rapporteurs, madame et messieurs les députés, chers collègues. Régulièrement égratignée depuis 15 à 20 ans par les ONG reconnues pour leur expertise dans la lutte contre la corruption, la France a une belle marge de progression pour atteindre le haut du classement. Tous les classements ont leur pertinence et aussi des biais, des failles, des critères critiquables, c'est évident, mais c'est la réponse systématique de Bercy depuis trop longtemps et on ne peut pas se dédouaner de nos responsabilités et de nos lacunes à si peu de frais. Reconnaissons d'emblée que si nous sommes en pointe sur plusieurs indices, nous devons faire mieux, nous pouvons faire mieux et c'est aussi un des objectifs importants de ce projet de loi. Aux alentours de la 25e place dans le classement de Transparency, nous sommes tout de même au même niveau que le Chili, les Émirats arabes unis ou encore l'Estonie, avec tous les respects que nous devons à ces pays charmants par ailleurs. Et dans le top 10, très loin devant nous, il y a sans surprise la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, les pays du nord de l'Europe comme la Norvège ou les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg, Singapour ou la Suisse. Certes, depuis 3 ans, nous grignotons quelques places. Ne boudons pas notre plaisir, nous étions 23e au dernier classement publié en janvier dernier. Il faudrait une mauvaise foi malicieuse et une jolie dose d'ingratitude envers le gouvernement pour dire que les récentes lois n'y sont pour rien. La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, ainsi que la loi du 6 décembre 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale et contre la grande délinquance économique et financière, qui avait créé le parquet national financier, ont abouti à de très bonnes mesures qui se révèlent manifestement utiles. Elles ont objectivement participé au renforcement de l'encadrement juridique et des outils disponibles, et elles n'ont d'ailleurs pas encore produit tous leurs effets. On peut légitimement penser que nous allons encore progresser, surtout si nous parvenons, avec le texte que nous allons examiner cette semaine, à se hisser au plus haut niveau des standards mondiaux. Les multiples dispositions qu'il contient, bien détaillées dans les interventions précédentes, permettront assurément de perfectionner nos dispositifs de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité en révisant profondément notre législation en matière de prévention comme de répression. Comme nous l'avions laissé entendre au cours des examens dans les différentes commissions, au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je me permets de briser cet insoutenable suspense, monsieur le ministre. Vous pouvez compter sur nos encouragements, nous voterons ce projet de loi et nous ne négocierons ni ne mégoterons notre soutien. Mais la loyauté peut s'assortir aussi d'un discours de vérité. Le projet de loi initial comportait des lacunes et des faiblesses. Il s'est amélioré après l'examen en commission. Mais il reste des insuffisances, des oublis, et nous avons encore des points à améliorer. Dans son avis, le Conseil d'État n'était pas tendre avec le gouvernement. Pour prendre un sujet récurrent, l'étude d'impact est déficiente. Ce projet de loi comportant beaucoup de dispositions tendant à modifier le comportement des acteurs économiques, le Conseil d'État souligne que la pertinence des solutions proposées et les conséquences qui en résulteront doivent être analysées avec une attention particulière. Nous sommes d'accord, les sages du Palais Royal ne sont pas stricto sensu des législateurs. Probablement d'ailleurs que la publicité récente de ces avis a pour effet une tendance fâcheuse sur nos respectables conseillers, consistant à les brider parfois, mais aussi à leur donner l'impression qu'ils leur poussent de temps en temps des ailes. Cela dit, l'étude d'impact d'un projet de loi ne doit pas être un plaidoyer ou un argumentaire en faveur des mesures, mais une tentative d'analyse des conséquences. Pour ne prendre qu'un seul exemple, un exemple simple, la réduction de la durée de validité des chèques à 6 mois, il est impossible de ne pas leur donner raison. Il n'y a pas un mot dans l'étude d'impact sur les éventuels effets indésirables. Pas un mot sur les risques potentiels, alors qu'on touche à une durée bien ancrée dans les habitudes de nos concitoyens. Concernant le reporting public, toujours en français dans le texte, nous nous souvenons tous probablement d'une belle nuit de décembre qui a rencontré un petit succès sur Internet et sur les réseaux sociaux. Certains doivent s'en souvenir plus que d'autres. Je pense à notre vaillant et consciencieux rapporteur, dont nous avons pu constater en commission la parfaite maîtrise de ce sujet, comme des autres d'ailleurs. Sur les bancs de la majorité et aussi parfois de l'opposition, nous sommes favorables au reporting complet et public pour les multinationales. La mesure adoptée dans le projet de loi de finances pour 2016 va dans le bon sens. Les normes européennes sont en germination et nous attendons qu'elles aboutissent à un résultat satisfaisant. En commission, un amendement sur un reporting public européen calqué sur la proposition de directive de la Commission européenne a été adopté. Nous préférons la version du Parlement européen votée par les députés de toutes les familles politiques. Nous sommes convaincus que les règles européennes et françaises vont devoir évoluer rapidement. Les scandales s'accumulent. La dernière affaire des Panama Papers est accablante. Nous ne pouvons rester passifs. Pour nos PME, pour notre compétitivité, pour la morale et pour la confiance de nos concitoyens, la France doit envoyer un signal et être en pointe en Europe.
Autre sujet médiatique et à la fois moralement et économiquement inacceptable, la rémunération indécente de certains patrons. Nous demandons une rémunération maximale pour une décence minimale. Il s'agit d'un sujet relatif aux valeurs de la décence ordinaire, de la common decency d'Orwell, notion réhabilitée récemment par un intellectuel montpelliérain que doit bien connaître notre rapporteur puisqu'il enseigne la philosophie au lycée Joffre. Au Royaume-Uni, un PDG se vantait d'avoir réussi à s'augmenter largement en une année en passant de 60 à 90 millions d'euros par an. Si on suit le discours de ceux qui prétextent la loi du marché pour refuser de fixer une limite, on aboutira à cela en France. 90 millions, c'est 7,5 millions d'euros par mois, c'est 6 000 SMIC, c'est 40 000 euros de l'heure. Ces fortunes accumulées sont d'ailleurs peut-être moins indécentes qu'absurdes. Augmenter ses revenus jusqu'à 40 000 euros de l'heure, qu'est-ce que ça change réellement puisqu'on voit mal comment on va les dépenser? Ça permet de vivre dans un monde où on ne peut pas dépenser sans compter, et à l'heure où presque tout est devenu marchandise et achetable, tous les caprices peuvent être satisfaits. Le risque est grand de se retrouver dans une situation dans laquelle ni la réalité ni l'autre ne pourront résister à des caprices qui deviennent infantiles. Inévitablement, au fur et à mesure où on monte à ces niveaux de revenus stratosphériques, l'oxygène moral ne peut que se raréfier. C'est un montagnard qui vous le précise. La décence commune devient beaucoup plus difficile à conserver. Pour l'immense majorité des gens avec des revenus pas trop éloignés des revenus médians, la décence commune n'existe pas en raison d'une condition sociale, mais en raison des conditions d'existence. Ces conditions d'existence se heurtent en permanence au réel et à l'autre et rendent impossible de vivre tel Narcisse comme un éternel adolescent capricieux. Les excès d'un libéralisme sans limite rendent de moins en moins acceptables pour les élites les interventions du peuple. Les individus, les citoyens, doivent être réduits à leur statut de consommateur, disait la commission trilatérale au début des années 1970. Pour que l'économie de marché fonctionne à plein régime, il faut que la société de marché aboutisse à une apathie généralisée, l'économie et la science politique étant des sciences trop compliquées pour le peuple. Ce type de société pacifiée, je crois qu'il ne faudrait surtout pacifier. Sur ce sujet, des revenus indécents et absurdes, comme le candidat François Hollande, il me semble, une société a le droit et même le devoir de fixer une limite à l'ampleur de l'éventail des rémunérations. Nous comptons sur nos débats pour avancer sur cette question. Nous comptons également sur nos débats pour avancer sur d'autres questions et nous avons des propositions d'amendements. Pour la protection des consommateurs, nous souhaitons ainsi clarifier les règles relatives au devoir d'information des banques à l'égard de leurs clients lorsqu'elles prélèvent des commissions d'intervention sur les comptes de dépôt. Cette information doit être transmise au préalable via un support distinct au relevé bancaire. Cette obligation figure dans la loi de séparation des régulations des activités bancaires de juillet 2013, mais elle n'est majoritairement pas appliquée, sans conséquence pour les banques, mais pas pour les clients. Il est nécessaire de prévoir des sanctions. Toujours pour nos amis les banques, plusieurs facturent à leurs clients l'obligation légale d'informer chaque année la personne qui s'est portée caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Au titre de l'obligation de garantie, nous proposons de prohiber la facturation de cette obligation légale. Nous proposons aussi plusieurs mesures sur le crédit affecté, notamment pour éviter que le consommateur ne se retrouve engagé à ce titre sans en avoir conscience. S'agissant des articles sur lesquels la Commission des affaires économiques était saisie, ma collègue Jeanine Dubié a défendu une quinzaine d'amendements dont 3 ont été votés et plusieurs satisfaits. Sur l'agriculture, on tâtonne depuis des années sur la question du prix à payer à nos paysans pour nos productions agricoles. Contractualisation, observatoire des prix et des marges, structuration des interprofessions, autant de tentatives utiles, mais qui n'ont pas encore réussi à inverser la grande tendance de fond qui est la captation de la valeur ajoutée par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Le pouvoir de négociation des acteurs est trop déséquilibré en faveur de nos paysans. Nous devons rétablir de l'équité dans les relations commerciales. La Commission des affaires économiques a prévu de renforcer cet aspect du projet de loi, mais nous sommes encore loin du compte et il faudra faire mieux en séance publique. S'agissant enfin de l'artisanat, nous constatons les blocages et nous demandons plus de fluidité et de simplicité, mais nous voulons aussi défendre la nécessité de la qualification. Sur le maintien du stage préalable à l'installation, le SPI, comme sur le maintien de qualification professionnelle pour certains métiers du bâtiment par exemple, nous devons être vigilants. Ne prenons pas le risque de basculer dans une ubérisation mal maîtrisée aux conséquences sociales, économiques et fiscales souvent préjudiciables. En conclusion, un beau programme nous attend cette semaine. Nos concitoyens attendent que nous soyons à la hauteur de ces enjeux. Avec ce texte, nous avons les moyens de leur apporter des réponses fécondes pour améliorer leur vie quotidienne. Certes, 2 écueils nous guettent, l'irénisme, pas au sens religieux mais au sens laïque du terme, et la présomption. Mais nous pouvons aussi amorcer des réflexions sur les thèmes complexes et ouvrir des chemins avec une volonté commune. C'est sans doute ce que l'on peut appeler l'esprit réformiste ou celui de la réforme. Dans cette perspective, nous formons le vœu que nos débats se déroulent dans la bienveillance sur tous les bancs et avec le gouvernement, afin de parfaire ensemble l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.
La parole